Bonjour à tous. Merci d'être connectés pour ce deuxième webinaire où nous allons parler des déclarations obligatoires des apiculteurs. Donc, je suis Candice Laroche et je travaille à l'ADA Île-de-France. Alors, voici le déroulé de la matinée. Donc, je pense qu'il y a certaines déclarations que vous connaissez déjà bien et peut-être d'autres un peu moins. Donc, l'idée, c'est, on vous a un peu tout décortiqué pour vous, pour que ça soit clair et pour vous simplifier la tâche. Donc, on va parler des déclarations annuelles de ruches, du numéro SIRET, de la déclaration de transhumance et de la déclaration d'activité. Ça, c'est 4 déclarations qui sont obligatoires. Et après, j'en ai mis 2 autres. Vous voyez, je les ai entourées en pointillés parce que c'est des déclarations dont on a souvent des questions, mais dont vous pouvez avoir des dérogations et donc qui peuvent ne pas vous concerner, mais comme ça, vous aurez toutes les informations. Alors, pour ce webinaire, déjà, comme vous l'a dit Mathilde, vous pourrez retrouver l'intégralité de ce webinaire vu qu'il est enregistré donc, sur la chaîne YouTube d'ADA France, une fois qu'on aura fini l'intégralité de notre série de webinaires. Vous pouvez également contacter vos ADA régionales qui travaillent toutes sur la réglementation avec nous. Donc, n'hésitez pas quand vous avez des questions à vous reporter sur votre ADA. Et il y a bientôt un guide qui sera disponible, qui va sortir, qui a été coécrit par l'ADA Île-de-France et l'ADA Grand Est, dans lequel on a essayé de vous mettre un maximum d'infos sur la réglementation. Donc là, je vous ai mis à titre indicatif le sommaire. Il y a toute une partie sur statut social, fiscal, juridique, une partie sur les déclarations, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, une partie sur l'étiquetage de vos produits, et une partie sur tout ce qui est traçabilité et prévention des risques sanitaires et professionnels. Alors, on commence tout de suite par la première déclaration, celle je pense que vous connaissez le plus, la déclaration annuelle de ruche. Donc, la déclaration annuelle de ruche, elle permet d'avoir une meilleure connaissance du cheptel apicole français et une meilleure gestion en cas de problème sanitaire. C'est-à-dire qu'en cas de problème sanitaire, le ministère va pouvoir, avec votre numéro d'apiculteur, remonter jusqu'à vous et vous contacter pour vous dire quelles sont les mesures à prendre. Donc, cette déclaration, elle est obligatoire dès que vous détenez une colonie. Dès votre première colonie détenue, vous avez 1 mois pour faire votre déclaration de ruche. Et après, c'est une déclaration que vous devez faire chaque année entre le 1er septembre et le 31 décembre. Toute colonie doit être déclarée, quelle que soit la taille. Ça, on a souvent la question. Donc, que vous ayez ruche, ruchette, ruchette de fécondation, nucléi, vous devez compter l'intégralité de vos colonies pour le déclarer. Et également, tous les emplacements potentiels au cours de l'année. C'est-à-dire que si vous avez des emplacements de transhumance, vous devez également les compter et dire dans quelle commune ils seront. Une fois que vous faites votre première déclaration, dès que vous avez une première colonie, vous allez obtenir un numéro d'apiculteur, le numéro NAPI, et ce numéro, donc, il est propre à vous-même, et vous devez l'afficher donc sur votre donc soit sur un panneau, réglementairement il faut qu'il fasse 8 x 5 cm au minimum, ou vous pouvez afficher ce numéro NAPI sur 10% des ruches de votre rucher. Avec là, encore une fois, il y a un minimum de taille de caractère de 3 cm. Donc voilà, ça c'est la première déclaration, on va dire la plus simple. Donc vous devez vous rendre sur le site du ministère, déclarer ces ruches, et vous avez un CERFA à remplir. C'est vraiment très rapide, hein, je dirais, ça prend moins de 10 minutes. Après, ça dépend bien sûr du nombre d'emplacements que vous détenez. Et vous allez recevoir un récépissé directement à l'issue de cette déclaration. Donc, on vous conseille de bien conserver ce récépissé parce que quand vous faites différentes demandes d'aide, par exemple, c'est un document qui vous sera demandé. Alors, le deuxième point, c'est sur le numéro SIRET. Donc, le numéro SIRET, vous devez en détenir un si vous souhaitez vendre du miel ou le distribuer en dehors du cadre familial restreint. Tout apiculteur, que vous soyez apiculteur de loisirs, plus réactif ou apiculteur professionnel, à partir du moment où vous voulez vendre votre miel, vous devez posséder un numéro SIRET. Historiquement, c'était le CFE, le Centre de formation des entreprises des chambres d'agriculture, qui s'occupait de vous délivrer ce numéro SIRET.
Ça fait maintenant, je dirais, 2 ans que c'est plus les chambres d'agriculture qui s'en occupent. Elles peuvent encore vous réorienter, mais c'est plus elles qui font les déclarations. Maintenant, tout se fait au niveau national sur le site de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Donc, c'est une démarche qui est un peu plus complexe qu'avant. Donc, vous devez vous connecter sur le site de l'INPI et vous devez créer votre entreprise. Votre entreprise donc agricole, il vous sera posé un certain nombre de questions et à l'issue de cette démarche-là, vous obtiendrez votre numéro SIRET. Comme c'est une démarche nouvelle et un peu complexe, au sein du réseau des ADA, on a créé un tutoriel pour vous accompagner dans cette démarche-là. Donc, c'est un tutoriel type que vous pouvez demander auprès de votre ADA et qui vous sera transmis gratuitement et qui vous aidera dans toute cette démarche-là. Je tiens à préciser que c'est une démarche qui est gratuite. Très souvent et de plus en plus, une fois que vous avez déclaré votre activité et votre entreprise, et ben, quelques semaines après, par voie postale, vous pouvez recevoir des courriers qui ressemblent vraiment à des courriers officiels qui vous demandent de payer. Oui, vous avez bien créé votre entreprise et qui vous demandent de payer 100, 200, 300 euros. Ça, c'est vraiment un démarchage commercial. C'est gratuit, c'est une demande gratuite. Donc, ne prenez pas en compte toutes les demandes que vous pourrez recevoir après de paiement. Et dernière précision, le numéro SIRET, vous n'êtes pas obligé de le mentionner sur votre étiquette. On le voit de temps en temps. Souvent, on manque un peu de place sur les étiquettes, donc voilà, ce n'est pas une mention obligatoire. Alors, la déclaration de transhumance. Donc, la déclaration de transhumance, elle est là pour lutter contre les maladies contagieuses des abeilles. Déplacer des abeilles d'un endroit à un autre peut potentiellement entraîner à récupérer des parasites qui sont à un endroit et les ramener dans un autre endroit. Donc, selon la destination de transhumance, où vous allez transhumer, il y a une réglementation différente qui s'applique. C'est ce qu'on va avoir là. Là, je vous ai mis en photo 2 menaces actuelles. En haut, vous avez Tropilla elaps et en bas, vous avez le petit coléoptère des ruches. C'est des menaces qui risquent fortement d'arriver prochainement en France. On a des aéroports, on a des voies portuaires, donc il faut être vigilant par rapport à ça. Donc, la première possibilité, c'est une transhumance dans un même département. Donc, dans ce cas-là, vous n'avez pas de déclaration particulière à faire. Vous devez juste, lors de votre déclaration annuelle de ruche, avoir déclaré 16 emplacements parmi vos emplacements annuels. Et dans votre registre d'élevage, vous devez enregistrer les déplacements. Donc, vous pouvez dire, de telle date à telle date, je vais déplacer mes colonies. Et il faut être vigilant, comme je vous le disais juste avant, si jamais il y a des arrêtés préfectoraux qui sont pris en cas de problème sanitaire. Je pense que vous avez tous entendu parler du petit coléoptère des ruches en 2022, si je ne me trompe pas, à La Réunion. Il peut y avoir des arrêtés préfectoraux qui sont pris en cas de problème sanitaire. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez appeler la DDPP de votre département. Deuxième cas, à l'extérieur du département d'origine. Donc, dans ce cas-là, il va commencer à falloir mettre en place des démarches. Je sais que c'est des choses qui sont un peu connues, pas forcément beaucoup, qui prennent du temps et qui vous enchantent pas plus que ça. Donc là, en tout cas, je vous présente l'intégralité des démarches qui sont demandées par la réglementation. Donc, si vous transhumez à l'extérieur du département d'origine, vous devez faire une déclaration de transhumance. Et cette déclaration de transhumance, elle doit être envoyée au service vétérinaire du département de destination, soit dans les jours qui suivent la transhumance, soit dans les jours qui précèdent. Donc, c'est-à-dire que vous devez appeler la DDPP ou DDCSPP, c'est donc Direction départementale de protection des populations, donc de votre département, et leur transmettre cette déclaration de transhumance. Cette formalité, elle est requise qu'à l'aller, c'est-à-dire quand vous ramenez vos abeilles sur votre exploitation, dans le département d'origine, vous n'avez pas besoin de faire une seconde déclaration de transhumance. Il n'y a pas de... Alors, on peut vous fournir un modèle, mais il n'y a pas de document officiel qui est disponible sur le net. Mais il faut savoir que cette déclaration de transhumance, elle doit contenir le nom et le domicile du propriétaire ou du déteneur des ruches, votre numéro NAPI, le département, la commune et le lieu de provenance de vos colonies, ainsi que le département, la commune et le lieu de destination.
Et enfin, donc, le nombre de ruches, reines ou essaims que vous allez transporter. Donc tout ça, vous devez le formaliser dans un document que vous transmettez à la DDPP ou DDCSPP. Et troisième cas possible, donc vous transhumez à l'extérieur du pays d'origine, mais toujours dans l'Union européenne. Donc là, vous allez devoir, ce que j'ai écrit, oui, donc les mouvements d'abeilles entre les États membres, donc dans l'Union européenne, ils sont autorisés, mais ils doivent être suivis d'un certificat sanitaire trace. Donc ce certificat sanitaire, il va devoir accompagner les colonies et il est délivré par un vétérinaire officiel de l'État membre d'origine une fois qu'il a réalisé une visite sanitaire. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un vétérinaire officiel qui vienne chez vous, qui observe vos colonies et qui émette un certificat sanitaire trace. Il faut bien sûr que les mouvements d'abeilles ils soient autorisés dans des zones qui sont indemnes d'un point de vue sanitaire. Donc, s'il y a des arrêtés préfectoraux ou que vous avez connaissance qu'il y a des zones avec Etina, vous n'avez pas le droit de transporter ou d'importer des colonies de là-bas. Donc, ce certificat, il va accompagner les abeilles jusqu'à leur destination finale et ça permet vraiment de tracer un peu leur déplacement. Et donc, si jamais vous achetez des abeilles auprès d'un revendeur qui s'approvisionne au sein de l'Union européenne, vous pouvez lui demander la copie de ce certificat. Comme ça, vous êtes sûr que ces colonies ont suivi une visite d'un vétérinaire officiel. Normalement, il est censé vous le fournir. Donc, avant d'importer ou d'exporter des abeilles dans l'Union européenne, vous devez vous rapprocher de la DDPP et vous enregistrer sur l'outil TraceNet. Donc, c'est un outil en ligne. Vous allez vous créer un compte utilisateur qui sera ensuite validé par la DDPP et ça vous permettra d'enregistrer l'opération. Et eux, de leur côté aussi, enregistreront l'opération. France Agrimaire, il a conçu un guide pour vous accompagner dans la connexion et l'utilisation, on va dire, de ce logiciel parce que c'est quand même assez complexe. Donc, on vous invite vraiment à aller le consulter et à contacter vos DDPP. En Ile-de-France, voilà, il y a quelques apiculteurs qui ont fait les démarches cette année. Il faut prendre un peu le coup de main, mais voilà, ça se fait. On sait que ça vous rajoute des contraintes, surtout en période de rush, hein, pendant les transhumances, vous avez autre chose à penser que faire ça, mais voilà. En tout cas, la réglementation vous demande ça. Et le dernier cas, c'est si vous transhumez ou que vous importez des abeilles à l'extérieur du pays d'origine hors UE. Donc hors UE, seules les reines avec leur accompagnatrice peuvent être importées. C'est-à-dire que l'importation d'essaims ou de paquets d'abeilles est interdite. Et bien sûr, ces importations, elles ont droit que, encore une fois, si les pays ils offrent des garanties sanitaires suffisantes. Donc vous devez vérifier qu'à ce moment-là, ils sont indemnes d'Etina, Tropilalaps et de la loque américaine. Vous pouvez contacter vos GDSA qui, normalement, ont une bonne vision de ça. Vous devez, donc dans ce cas-là, vous devez faire un planning prévisionnel, 1 mois avant l'importation. Donc il faut vraiment anticiper. Et vous devez notifier toujours à la DDPP, qui sera votre contact privilégié, 48 heures avant l'arrivée du lot, sur le logiciel Trace, vous devez dire dans 48 heures, elles arrivent. Chaque envoi, si vous recevez des reines hors UE, elle devra faire l'objet d'un contrôle documentaire et d'identité au premier point d'entrée dans l'UE. On appelle ça un PCF. C'est-à-dire que, par exemple, si elles arrivent via un aéroport, théoriquement, elles vont elles vont être vérifiées au niveau du point de contrôle frontalier. Si le contrôle il est favorable, que tout est OK, qu'elles ont leurs papiers, etc., le PCF il va émettre un document sanitaire d'entrée qui va prouver qu'elles ont subi un contrôle à l'entrée et que tout est OK. Et ce document, il va accompagner l'arrivée des abeilles jusqu'à chez vous, jusqu'à la première destination. Donc, vous voyez, plus on transhume ou on importe des abeilles de loin, plus les démarches vont être lourdes. Mais ça, c'est dans l'objectif de garder un cheptel francilien en bonne santé. Et donc là, j'ai juste mis un dernier point sur si jamais vous importez des reines hors UE, qu'est-ce que vous devez faire? Parce qu'une fois qu'elles sont arrivées chez vous, vous ne pouvez pas simplement
simplement tout introduire dans vos colonies. Il y a quelques étapes encore à réaliser. Donc, vous allez devoir effectuer un contrôle visuel de vos rennes. Vous mettre dans une pièce adaptée et visuellement vérifier que sur vos rennes, il n'y a pas de problème. Vous allez devoir transférer chacune de vos rennes dans une nouvelle cagette et euthanasier les accompagnatrices qui étaient avec elles. Vous allez devoir donc introduire des nouvelles accompagnatrices que vous avez produites vous localement avec ces rennes-là. Dans ces nouvelles cagettes dans lesquelles vous introduisez la reine et les nouvelles accompagnatrices, vous devez inscrire le numéro qui vous aura été attribué par le PCF, donc le numéro de DSCEA qu'on a vu juste précédemment, pour que ça soit toujours tracé. Les ouvrières que vous avez euthanasiées, vous devez les remettre dans les cagettes qui ont servi au transport. Et vous devez les envoyer à un laboratoire d'analyse vétérinaire agréé, sachant que les frais d'analyse, ils seront à votre charge. Et eux, ils vont faire des analyses pour être sûr qu'elles soient indemnes de toutes les maladies. Et les rennes, du coup, que vous avez réencagées, là, vous pouvez ensuite aller les introduire sans attendre les résultats d'analyse. Et du coup, vous devez bien garder dans votre registre d'élevage, écrire la traçabilité, que vous sachiez où elles ont été introduites, dans quelle colonie. Parce que s'il y a un résultat d'analyse qui ressort négatif ou qu'il y a un problème, il faut que vous puissiez réagir rapidement. Il faut savoir que pendant cette démarche, quelqu'un de la DDPP peut venir sur votre exploitation et regarder que vous fassiez bien ces étapes dans le bon ordre. Vous n'avez pas le droit de refuser. S'il décide de venir, vous devez l'accepter. Voilà, alors je sais que c'est beaucoup, hein, qu'en saison, ça demande beaucoup. Donc voilà, essayez d'anticiper au maximum et voilà, et de privilégier, quand c'est possible, du matériel local. Alors, quatrième déclaration, donc celle-là, peut-être que vous connaissez un peu moins, c'est la déclaration d'activité. Donc, on va voir 3 déclarations. Donc, il y a 3 types de déclarations sanitaires que vous pourriez être amené à faire, mais en tant qu'apiculteur, vous devrez en faire qu'une de ces 3-là. Donc, la première, ce sera la déclaration de manipulation de denrées animales. La seconde, ce sera la demande d'agrément sanitaire. Et la troisième, la demande de dérogation à l'agrément sanitaire. Donc, on va tout décortiquer selon ce que vous produisez, du miel, des produits transformés, ce qu'il y a dans vos produits transformés, etc. Et comme ça, vous saurez par quelle déclaration vous êtes concerné et vous ne devrez en faire qu'une parmi ces 3-là. Sachez que là, ce qu'on va vous présenter, on l'a beaucoup travaillé, on a essayé de le simplifier au maximum parce que voilà, on sait que c'est compliqué. Donc à la fin, vous aurez un schéma récapitulatif et on vous indiquera quand on mettra le webinaire en ligne nos sources réglementaires, s'il y en a que ça intéresse de retourner voir certains points ou autres. Mais donc là, voilà, on fait au plus simple. Alors, la première, la déclaration de manipulation de denrées animales. Donc, parfois, on entend souvent cette déclaration, parfois elle est appelée déclaration de mielerie. Bon, c'est un nom voilà, qui a été donné, on ne sait pas trop pourquoi, mais le nom officiel, c'est déclaration de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale. Donc, si vous produisez du miel, des produits de la ruche ou des produits transformés qui ne contiennent pas des produits d'origine animale tels que des œufs coquilles, de la viande crue ou du lait cru, vous devez faire cette déclaration-là. Donc, je redis, soit le miel, soit donc des produits de la ruche, donc qui ne sont pas transformés, soit des produits transformés, mais sans œufs coquilles, sans viande crue, sans lait cru. Bon, ça peut vous paraître un peu drôle hein, qu'on ait laissé viande crue. Voilà, produits de la ruche, viande crue, c'est pas forcément quelque chose qu'on pense tout le temps. Mais voilà, la réglementation stipule ces 3 denrées-là, donc on souhaitait vous écrire ça. Alors, juste, je vais vous redonner la définition de coquille. Donc, les œufs coquilles sont des œufs dans leur coquille. Mais vous avez la possibilité, sinon, d'acheter des ovoproduits pour faire vos préparations. C'est-à-dire donc des produits qui sont composés uniquement d'œufs sortis de leur coquille. Donc, vous pouvez acheter, par exemple, des bidons de jaune d'œuf, des bidons de blanc d'œuf. Et donc, comme c'est des ovoproduits que vous allez acheter et qui proviennent d'établissements agréés, si vous utilisez ces produits-là, vous n'êtes pas concerné par la déclaration de manipulation de denrées animales. En tout cas, vous n'êtes pas concerné par les œufs coquilles.
Donc, c'est juste pour... et petit point d'attention, vous n'avez pas le droit d'utiliser les œufs de vos poules qui sont dans vos jardins. Sauf si vous avez été contrôlé et que vous avez que ces œufs ont subi une réglementation sanitaire. Donc c'est généralement pas le cas. Donc attention parce qu'en cas de contrôle, les œufs coquilles c'est très contrôlé. Hein. Tout ça c'est très contrôlé. Donc voilà, ça c'est la première déclaration qui est la plus simple. Si c'est juste miel, produit de la ruche ou produit transformé sans œufs coquilles, viande crue, lait cru. Dans ce cas-là, vous devez remplir un formulaire en ligne, donc ce sera le CERFA 13 986 06. Vous pouvez taper sur Internet déclaration de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale, vous allez directement tomber sur le CERFA à remplir. Ça, c'est une démarche qui est assez rapide à effectuer. Le deuxième cas, donc, c'est la demande d'agrément sanitaire. Donc, si vous faites des produits transformés et qui contiennent soit des œufs coquilles, de la viande crue ou du lait cru, là, vous allez peut-être devoir faire un agrément sanitaire. Si en plus de ça, vous vendez au moins en partie à un acheteur professionnel qui les commercialise à son tour, alors là, vous devez faire une demande d'agrément sanitaire. Alors voilà, ça se complique, hein. On a essayé de simplifier, donc j'essaye de résumer. Si vos produits transformés, ils vont contenir des œufs coquilles, par exemple que vous faites du pain d'épices avec des œufs que vous achetez dans le commerce, et que ce pain d'épices, vous allez le vendre à un magasin qui, lui, va le revendre. Alors, dans ce cas-là, vous devez faire une demande d'agrément sanitaire. À partir du moment donc, où il y a des œufs coquilles, qui, voilà, semblablement est la chose la plus simple dans les produits transformés apicoles, et que vous avez un revendeur. Donc, l'agrément, il vous sera accordé après la visite d'un inspecteur. Donc, le ministère de l'Agriculture, quelqu'un chargé de l'inspection du ministère va venir chez vous. Il va vous demander un certain nombre de documents qui seront à fournir aussi lors de la demande, donc il va les vérifier avec vous. Il va vous demander notamment donc, une description précise des activités de votre entreprise, donc à savoir voilà, si vous faites du miel, des produits transformés, etc. Votre plan de maîtrise sanitaire. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du PMS parce que ça vous sera présenté dans 2 semaines, dans le webinaire dans 2 semaines, je crois que c'est le 6 mars. Les plans de vos bâtiments. Donc, en fait, il va vraiment vérifier que vous respectez la réglementation sanitaire. Et après, donc, il va vous demander tout ça, il va vérifier. Et si tout est OK, l'agrément sanitaire vous sera accordé. Une fois qu'il est accordé, vous allez pouvoir mettre une estampille sanitaire sur vos produits. Donc là, on vous l'a mis à titre informatif en bas de la diapo. Donc cette demande, elle est plus longue. Vous pouvez donc la faire en ligne et après vous serez contacté. Mais encore une fois, c'est pour que les produits que vous vendez sur le marché respectent des normes sanitaires. Et donc la troisième possibilité, c'est de faire une dérogation à l'agrément sanitaire. Donc une dérogation à ce qu'on vient de voir juste avant. Donc c'est-à-dire que vous faites des produits transformés, avec notamment par exemple des œufs coquilles, et vous les vendez en partie à un acheteur professionnel qui va les revendre. Mais ça, vous le faites avec des quantités vendues qui vont être considérées comme limitées. Donc je vais expliquer le tableau ci-dessous après. Mais donc voilà, pour faire une dérogation à l'agrément sanitaire, il faut que les quantités de denrées vendues qui demandent l'agrément sanitaire, comme précédemment, chaque semaine à d'autres entreprises soient considérées comme limitées. Et que ces entreprises soient situées à proximité de votre exploitation. Et ils entendent par proximité de l'exploitation environ 80 km maximum à vol d'oiseau. Donc là, on vous a mis le tableau issu de la réglementation. Donc encore une fois, en tant qu'apiculteur, on n'est pas concerné par toutes les cases. Mais par exemple, on peut regarder donc en bas à droite les 100 kg de produits à base dans lesquels il y a des œufs coquilles. Donc ça voudrait dire que par exemple, vous faites une livraison de moins de 100 kg de produits contenant des œufs coquilles par semaine. Dans ce cas-là, c'est considéré comme quantité limitée et vous pouvez demander une dérogation d'agrément sanitaire. Donc, globalement, en tant qu'apiculteur, si la partie produits transformés ne représente qu'une petite partie de votre activité,
vous pouvez totalement rentrer dans cette demande de dérogation. C'est une demande aussi qui est un peu plus longue que la première, hein, mais toujours que vous pouvez faire en ligne. Et donc là, pour résumer, hein, comme c'est un peu complexe, on vous a construit, avec Adrienne de l'ADA Pays de la Loire, avec qui on a passé beaucoup de temps à essayer de décortiquer tout ça et vous le rendre clair. Cet arbre de décision que vous pourrez notamment retrouver dans l'abeille libre, le document qui est produit par l'ADA Pays de la Loire, avec notamment les explications que je viens de donner. Donc si on part d'en haut, je commercialise mon miel ou mes produits transformés. Si la réponse est non, tant que ma production donc, reste dans le cadre familial et sans activité de vente, je n'ai pas de déclaration sanitaire à effectuer. Ça, c'est le cas le plus simple, mais bon, en tant qu'apiculteur professionnel, vous n'êtes pas trop concerné. Donc si oui, deuxième question, est-ce que ces produits transformés contiennent des œufs coquilles ou du lait cru? Si la réponse est non, on est concerné par la première déclaration que je vous ai expliquée, c'est-à-dire la déclaration de manipulation de denrées animales. Donc cette déclaration n'entraîne pas de contrôle. Vous faites ça en ligne et il n'y a pas forcément quelqu'un qui va venir vous rendre visite. Si la réponse est oui, c'est-à-dire je fais par exemple du pain d'épices avec des œufs coquilles. Est-ce que je vends ces produits uniquement en vente directe? Donc si la réponse est oui, encore une fois, vous n'avez à faire que la déclaration de manipulation de denrées animales, parce qu'on avait bien mis la condition qu'il fallait vendre à des revendeurs. Donc, si vous vendez tout en direct, vous n'avez pas besoin d'avoir besoin d'agrément sanitaire. Si la réponse est non, dernière question, est-ce que les entreprises auxquelles je vends ces produits sont situées à moins de 80 km de l'exploitation et est-ce que je leur vends en quantité limitée? Si la réponse est oui, vous pouvez faire le dernier point qu'on a vu, une demande de dérogation à l'agrément sanitaire. Mais si la réponse est non, donc par exemple, vous avez vraiment une exploitation qui produit beaucoup de produits transformés, avec notamment des œufs coquilles, et que vous, par exemple, vous vendez sur toute la France ou même à l'étranger, alors vous devez faire la déclaration d'agrément sanitaire. Et donc, dans ce cas-là, je vous rappelle que quelqu'un chargé du ministère se rendra sur votre exploitation pour effectuer un contrôle et vous demander et vérifier tous les documents. Voilà. Alors ça, c'était la partie la plus complexe de la matinée. Et maintenant, on va passer aux deux dernières déclarations. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la présentation, ça, c'est des questions qu'on a souvent et donc qu'on voulait mettre là pour que vous ayez toutes les infos. Donc, l'autorisation d'exploiter. Donc, il peut vous être demandé parfois une autorisation d'exploiter. L'autorisation d'exploiter, c'est quoi? Donc, en agriculture, si vous voulez vous installer ou exploiter de nouvelles parcelles, et ben cela, ça nécessite une autorisation d'exploiter qui se fait, donc la demande se fait auprès de la DRAF de votre région. Et donc, le cadre global de l'autorisation d'exploiter, ça a été réfléchi vraiment pour exploiter du foncier. En tant qu'apiculteur, il est très rare qu'on exploite du foncier. Donc, après les retours de différentes DRAF qu'on a dans différentes régions, l'apiculture n'est pas concernée par cette autorisation d'exploiter. Je vous donne ça en tant que généralité, c'est-à-dire qu'on a eu des cas particuliers dans certaines régions où un apiculteur exploitait du foncier et a donc eu besoin de faire cette démarche-là. Mais dans la grande majorité des cas, vous n'êtes pas concerné. Si jamais vous avez un doute ou qu'une instance vous demande l'autorisation d'exploiter et que vous ne savez pas si vous êtes éligible ou pas, vous pouvez contacter votre DRAF et leur expliquer, leur parler de votre exploitation, est-ce que vous faites juste du miel, etc. Et ils sauront vous dire si vous êtes concerné ou pas. Mais vous pouvez retenir que dans la majorité des cas, les apiculteurs ne sont pas concernés. Et le dernier point, la carte de commerçant ambulant. Alors ça, j'ai beaucoup de questions, notamment quand les marchés de Noël arrivent. C'est souvent des apiculteurs de loisirs qui posent ces questions-là. Alors, la carte de commerçant ambulant, c'est quoi? C'est une carte qui est demandée si vous vendez des produits sur la voie publique. Voilà, donc si vous vendez, c'est-à-dire dans des foires, dans des marchés. Sauf qu'en tant qu'agriculteur qui vend les produits qu'il a produits, une dérogation existe et il n'a pas besoin de cette carte de commerçant ambulant parce qu'il vend sa propre production.
Donc, en tant qu'apiculteur, qui vendez votre propre production, vous n'en avez pas besoin. Euh, Ça peut vous être demandé du coup donc, lors des marchés. Et donc, les apiculteurs de loisirs qui ne sont pas déclarés à la MSA ne peuvent pas prouver qu'ils sont considérés comme agriculteurs. Et donc, voilà, ça peut poser un souci. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'ils se rapprochent de leur mairie et qu'ils leur expliquent. Mais en tant qu'apiculteur plus réactif ou de loisirs et que vous avez en face bien votre numéro SIRET qui vous sera demandé et votre déclaration MSA, normalement, ils ne vous demanderont pas du tout cette carte-là. Sauf si vous faites de l'achat-revente de certains produits. On voit souvent de l'achat-revente de produits, par exemple, à base de propolis, de produits transformés. Dans ce cas-là, vous devez avoir la carte de commerçant ambulant. Et ça, c'est régi donc, par le code du commerce. Donc, c'est la chambre de commerce qui vous remettra cette carte-là. Ce n'est pas la chambre d'agriculture. Voilà, donc vous pouvez retenir, si vous vendez que des produits issus de votre production, vous n'en avez pas besoin, mais si vous faites de l'achat-revente sur les marchés, vous en avez besoin. Voilà, j'en ai fini pour les déclarations. On va passer au temps de questions. Voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. J'espère pouvoir y répondre au mieux. Et toutefois, s'il y a des questions dont on n'a pas les réponses, on les note bien et on reviendra vers vous dans un second temps. Et juste du coup, toute cette réglementation-là, je le redis, on vous remettra les sources pour ceux qui veulent les articles de loi officiels. Merci Candice, bravo pour cette présentation. Alors effectivement, il y a quelques questions par rapport si on revient sur les déclarations de transhumance, Oui. par rapport au document qui n'a pas de modèle. Est-ce qu'il doit être manuscrit ou est-ce que c'est un document style CERFA? Non, non, alors ça peut être, vous pouvez faire un document manuscrit, vous pouvez le faire par exemple sur Word, mais c'est pas quelque chose que vous allez remplir en ligne où vous serez guidé. C'est vraiment à vous de fournir ce document-là. Après, vous pouvez voilà, vous rapprocher de votre ADA aussi si vous souhaitez qu'on vous fasse un Word type avec les informations à déclarer, c'est possible, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est assez simple, hein. Il y a un, deux, trois, quatre, il y a 5 choses à mettre. Et je peux les répéter. Donc, c'est votre nom, donc en tant que propriétaire de ruche, votre numéro d'apiculteur, le département, la commune et le lieu de provenance de vos colonies. Pareil pour le lieu de destination et le nombre de colonies, donc que ce soit ruche, ruchette, nucléi. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez simple, mais vous pouvez le fournir sous tout format. Merci. Une question sur la déclaration NAPI. Est-ce qu'une nouvelle déclaration annuelle NAPI peut tenir lieu de déclaration de transhumance en France d'un département à l'autre? Je suppose que c'est la déclaration de ruche annuelle. Est-ce qu'elle peut tenir lieu de déclaration de transhumance, sachant que tu déclares tous les emplacements que tu comptes utiliser? Non. Alors, votre déclaration annuelle, donc théoriquement, vous devez la faire qu'une fois par an, entre le 1er septembre et le 31 décembre. Cependant, si vous avez, par exemple, des grosses pertes ou une évolution de votre cheptel très importante, il est possible et autorisé de refaire une déclaration en cours d'année, juste pour informer que soit vous avez perdu beaucoup de colonies, soit vous en avez acquis beaucoup. Mais cette nouvelle déclaration, qui doit être ponctuelle et vraiment si il y a une influence au niveau de votre nombre de colonies, c'est juste pour informer les ministères, encore une fois, s'il y a un problème sanitaire. Mais en aucun cas, c'est un document qui remplace une déclaration de transhumance. Merci. Une question de Damien Boisson. Quand sera disponible le guide sur la réglementation en apiculture dont tu as parlé en début de présentation? Et est-ce qu'il sera disponible sur l'Apitech pour les adhérents ADA? Et quel format pour les... Est-ce qu'il y aura une distribution papier PDF selon les ADA? Mm. Alors, sans vouloir vous spoiler, hein, c'était mon anti-sèche de la matinée. Euh, on a fait les impressions test, on va dire, avant Noël. Donc là, on a revu quelques petites coquilles qu'on a corrigées pour lancer les impressions officielles là, très rapidement. Donc, ils seront disponibles auprès de vos ADA. On va déjà en envoyer à toutes nos ADA partenaires, à toutes les ADA, tout le réseau des ADA. Et ensuite, oui, vous pourrez directement le commander sur l'Apitech. Je ne saurais pas encore vous dire exactement s'il sera disponible au format PDF, mais l'idée, plutôt le début, c'était de l'avoir sous format papier, que vous puissiez aussi le consulter rapidement.
Voilà. Sachant qu'on est sur quelque chose réglementaire, et donc, il y a certaines choses, on a bien mis la date d'édition, parce qu'il y a des choses qui changent tout le temps. Par exemple, là, le plafond du micro-BA, bon, bah voilà, il faut déjà changer. Il y a des choses comme ça qu'on devra changer annuellement, quoi. Merci. Donc voilà, si vous avez accès à l'Apitech en tant qu'adhérent, n'hésitez pas à le consulter. Il y aura sûrement les versions mises à jour au fur et à mesure. Une question de Pierre. On a le droit d'avoir des poules sur le domaine ou c'est simplement d'introduire des œufs dans la miellerie? Est-ce que si on a des poules dont les œufs ne sont pas utilisés, c'est OK? C'est OK. Il paraît Voilà. qu'elle mangerait les frelons, hein, donc, Donc profitez-en. Et il y en a elles aiment qui, aussi il y en a les qui larves de mettent, teigne. ouais, il y en a qui mettent des poules au sein d'un rucher. Si voilà, quand les abeilles mortes sont expulsées de la colonie, bah, elles nettoient devant. Donc c'est OK. C'est juste vraiment, encore une fois, l'introduction de ces œufs. Si vous n'avez pas d'agrément sanitaire pour un atelier de production d'œufs, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces œufs-là. Et ça, on le sait très bien que beaucoup de personnes le font. Je me permets un rappel, n'oubliez pas d'utiliser plutôt la boîte questions-réponses pour vos questions, s'il vous plaît. Je vois qu'il y en a qui apparaissent dans le chat, ça va être plus compliqué de les prendre en main. Une question de Ella. La déclaration de manipulation de denrées animales concerne-t-elle tous les apiculteurs? Je ne vends pas de miel, je reste dans le cercle familial restreint. Suis-je soumis à cette déclaration? Non. Donc, je vais pas forcément afficher, mais vous verrez dans le schéma résumé. La première, c'est ça. C'est est-ce que je commercialise mon miel ou mes produits transformés? Si la réponse est non et que juste vous faites pour vous et que vous transmettez à votre cercle de famille restreint, vous n'avez pas besoin de faire cette déclaration-là. Vous n'avez pas besoin de faire de déclaration sanitaire. Mais vous devez respecter toutes les normes d'hygiène qui vous seront rappelées le 6 mars. Merci. Est-ce que la déclaration de miellerie, donc déclaration c'était de manipulation de denrées alimentaires, est à faire tous les ans? Non, vous devez le faire une seule fois. Réponse claire. Du coup, la question, c'est la même question sur le CERFA 13 984 06 de Nathalie, puisque c'est en lien avec cette déclaration, une seule fois suffit et pas tous les ans. Une question d'Arnaud au sujet du numéro de SIRET. Mhm. Faut-il refaire une demande auprès de l'INPI si on a déjà un numéro qui a été donné par le CFE les années précédentes? Non, pas du tout. J'aurais pu préciser en effet. C'est pour toute nouvelle demande de numéro SIRET. Donc, si par exemple vous installez aujourd'hui, vous n'en avez pas, mais sinon votre numéro SIRET qui vous a été délivré il y a quelques années est toujours valable. Et normalement, toutes les informations qu'avait la Chambre d'agriculture, le CFE, ont été transmises à l'INPI. Donc, ils vous connaissent avec votre numéro SIRET que vous avez obtenu à l'époque. Par contre, Arnaud, si vous devez faire euh, un changement d'activité ou que vous voulez faire une modification, par exemple au niveau du siège de votre exploitation, ça sera sur l'INPI que vous pourrez le faire. Et donc, vous rentrerez votre numéro SIRET, ils vous retrouveront votre exploitation, votre entreprise, et c'est via l'INPI que vous pourrez faire des modifications. Merci. Une question de Michel sur les assurances quand on a un SIRET et les assurances pour vendre sur un marché. Je me permets déjà de dire qu'il y a un document qui est sorti au sein du réseau des ADA sur les assurances en apiculture. Donc, il y aura sûrement déjà des réponses dans ce document-là. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre ADA pour qu'il puisse vous le distribuer. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à apporter Bah, j'ai qu'on le pas dise. compris quelle était la question. C'était quelles sont les assurances à prendre quand on a un SIRET et quelles sont les assurances à prendre quand on Ah. vend sur le marché. Donc, a priori, je Alors, suppose que toutes les assurance, réponses... quand vous avez un SIRET, je vois pas pourquoi vous voudriez prendre une assurance. Bah, le numéro SIRET, vraiment, c'est un numéro qui est attribué à votre exploitation et qui vous donne le droit de vendre votre miel et que votre nom soit relié à votre exploitation, du coup, et à ce que après vous produisez et vendez. Et après, par contre, quand vous vendez sur les marchés, vous pouvez prendre des assurances pour assurer en cas de vol. Je ne sais pas si c'est un marché, par exemple, de Noël qui dure plusieurs jours ou des choses comme ça. Euh, mais oui, je rejoins Mathilde sur le fait que le réseau a créé un document spécifique sur les assurances. Et on avait fait aussi un webinaire que vous pouvez retrouver Très bien. Il est disponible sur quelle chaîne, tu euh, sais? sur Ada France, je crois. Voilà, sur la chaîne YouTube de la France. Très bien, merci. Une question de Nathalie. Vous n'avez pas parlé de médiateur à la consommation. Est-ce Oui, obligatoire? ouais, tout à fait. Parce que
On ne l'avait pas classé dans déclaration, on l'avait classé dans tout ce qui est traçabilité et prévention des risques. Mais je peux vous en dire un petit mot. Donc, oui, donc c'est obligatoire pour toute entreprise qui effectue de la vente directe, donc depuis 2016. Et oui, c'est quelque chose qui est encore pas assez connu. Donc en gros, c'est un dispositif de la réglementation qui vous permet de faire un règlement à l'amiable s'il y a un cas de litige. Donc par exemple, si vous vendez à un consommateur un pot de miel dans lequel, je ne sais pas, il se trouve un bout de verre et que en mangeant votre miel, il se coupe et qu'il se retourne contre vous. Et ben vous, au lieu de régler ça en direct avec le consommateur, vous faites appel à votre médiateur à la consommation et c'est lui qui s'occupe de ça. Donc, théoriquement, depuis 2016, toute entreprise qui effectue de la vente directe doit avoir un médiateur à la consommation. Je vous invite à aller voir un article qui a été publié par l'ADA Pays de la Loire en mai 2023 qui vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin par rapport au médiateur à la consommation, qui vous expliquera qui est concerné, donc ça on l'a déjà vu, mais comment choisir votre médiateur, qu'est-ce que vous risquez si vous n'en avez pas, etc. Donc, vous pouvez taper sur Internet abeille libre, désignation d'un médiateur à la consommation. Et c'est un article qui date de mai 2023. Merci. Une question de Rémi. Je suis enregistrée en tant qu'entreprise individuelle, donc en nom propre. Je souhaiterais donner un nom commercial à mon entreprise. Comment dois-je faire? Est-ce possible sur le site de l'INPI? Alors, je réfléchis, hein. Un nom commercial. Alors, bon, de toute façon, toutes les démarches, oui, seront à faire sur l'INPI. Après, il faut voir si vous allez pouvoir rattacher à cette entreprise individuelle votre nom commercial ou si vous allez devoir créer sous votre entreprise individuelle votre entreprise commerciale auquel vous attribuerez ce nom. Ça, je ne sais pas ce qu'ils vous feront faire. C'est possible, mais c'est possible qu'ils vous demandent du coup que l'entreprise commerciale soit rattachée à l'EI. Je vous invite à essayer. Allez voir sur le site de l'INPI, ça marche. Merci. Vous avez la possibilité de les appeler. Je vous cache pas qu'ils sont pas spécialisés en apiculture. Bon, il faudra essayer. Une question de Ella qui est assez spécifique. Dans son imaginaire, il semblait que la carte de commerçant ambulant pardon, n'était requise que lorsque, dans la proportion du produit transformé, le miel n'était pas la composante principale. Donc, par exemple, quand on vend du pain d'épices, pas besoin de carte de commerçant. Par contre, pour des macarons au miel, il faut cette carte. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est vrai? Donc, c'est vrai que c'est un point qui est très discutable et dans la réglementation, il est souvent écrit qu'il faut, par exemple, donc en tant qu'apiculteur, si je fais du pain d'épices, je mets une grande quantité de ma production, donc le miel, dans ce produit. Donc, est-ce que je peux considérer que ce produit vient exclusivement de ma ferme? Et à l'inverse, le deuxième exemple, le macaron où je mets peut-être juste une petite cuillère, est-ce que du coup je considère que j'ai acheté l'intégralité du macaron et que je l'ai juste fourré? Euh, la réglementation est clairement pas claire sur les quantités. Ils disent pas s'il y a X% de votre production dans le produit transformé, alors oui ou non. Mais ce qui a été montré, c'est que si dans le produit transformé que vous vendez, il y a vraiment quelque chose qui est issu de votre exploitation, c'est OK. Là, je mets juste un warning sur tout ce qui est cosmétique, hein. Cosmétique, il y a des réglementations en plus qui sont très poussées. Mais pour tout ce qui est produits alimentaires, donc par exemple, si vous vendez oui, des macarons au miel, même si vous achetez si vous achetez à l'extérieur tous les autres ingrédients dont vous avez besoin pour faire vos macarons, mais que vous incorporez quand même du miel dedans, normalement, c'est OK. Ce qu'on vous conseille fortement, c'est d'avoir, alors pas forcément sur vous pendant les marchés, mais donc de bien respecter le plan de maîtrise sanitaire avec les différentes étapes de fabrication et notamment la partie recette. Il faut que ça soit bien indiqué quelque part quel est le pourcentage, donc par exemple de miel que vous incorporez dans votre macaron, à quel moment, etc. Et donc si vous avez un contrôle, vous pourrez justifier que ce miel provient bien de votre exploitation via votre registre de traçabilité. Mais on n'a trouvé nulle part dans la réglementation quelque chose qui expliquait la quantité minimale, on va dire.
Et pour compléter, est-ce que cette carte de commerçant, elle est payante et du coup, est-ce que ça vaut pas le coup de la faire quoi qu'il arrive? Non, je crois pas qu'elle soit payante. Euh, Bah, en fait, c'est une démarche en plus, donc je sais que moi, les applis, quand on leur dit qu'ils en ont pas besoin, ils sont contents. Après, généralement aussi, bah, il y a pas mal, en fait, il y a de plus en plus d'apiculteurs qui font un petit peu d'achat-revente pour que le stand soit plus fourni. Donc dans ce cas-là, vu que de toute façon, c'est obligatoire, si vous avez un doute, hein, comme tu dis, Mathilde, vous pouvez faire la démarche. Merci. On passe sur une question de Laurence. Si le foncier est privé, est-il obligatoire de mettre le panneau avec le numéro NAPI? Oui. Quoi qu'il arrive, c'est obligatoire. Il faut l'indiquer à l'entrée du rucher. Une question sur la définition de l'écru dans les produits transformés. Est-ce que la Mhm. crème entière est Mhm. comprise dans la notion de l'écru? Alors, Adrienne a répondu sur l'histoire du lait. Ah, La crème est un super. produit transformé. Il y a une transformation du produit initial. Donc, pour lui, ça rentrerait pas dans la case l'écru, je suppose. Oui, non, mais oui, il a totalement raison. Parce que donc c'est comme ce qu'on donnait l'exemple en fait tout à l'heure, si vous utilisez des œufs que vous achetez, donc soit en supermarché, soit des ovoproduits, euh, ce que vous achetez provient d'un établissement qui est agréé, donc qui lui a un agrément sanitaire, qui fait que celui-là, vous n'avez pas besoin en fait de le considérer, il est déjà sanitairement OK. Et donc, vu que la crème, elle a été transformée, etc., je pense que c'est ce qu'a voulu dire Adrienne, je me rappelle plus exactement de ces mots, mais je pense que c'est voilà, c'est dans la même démarche que ça, dans la même logique. Ça marche, merci. Une question sur le certificat trace de Joanne. Certains pays européens n'autorisent que l'élevage d'abeilles endémiques et apparemment ça empêche la délivrance de certificats trace. Est-ce que tu as des informations en ce sens? Non, mais ça me semblerait logique dans le sens où si on est sur une abeille endémique, peut-être que la réglementation fait qu'on ne veut pas qu'il y ait d'échanges entre pays. euh, pour pas voilà, qu'elle soit transportée ailleurs. Donc ça me semble logique, mais non, je n'avais pas d'infos sur ça. Ça marche, merci. Une question sur de nouveau le CERFA 13 984 06 sur la manipulation de denrées alimentaires. C'est un sujet qui a fait parler. Quelle différence entre donc ce document et le cahier de mielerie? Et rappel sur le cahier de mielerie, est-il bien obligatoire chaque année? Alors, donc le cahier de mielerie, il est obligatoire chaque année, en effet. Donc, vous devez tracer en fait tout ce qui rentre dans votre mielerie, hein, les quantités de miel qui sont produites, ce qui sort, ce que vous vendez, où vous le vendez. Donc ça, c'est à faire toute l'année, tous les ans. Même s'il y a une année où vous avez une petite production ou des choses comme ça, il faut vraiment, avec le registre d'élevage, c'est vraiment deux documents que vous devez tenir de façon très sérieuse parce que c'est les deux documents, les deux premiers documents qui seront vérifiés par les contrôleurs. Et si vous ne le faites pas, bah, ça veut dire que d'un point de vue traçabilité, vous n'êtes pas totalement en règle et ça peut vous coûter cher. Vous aurez ces rappels dans 2 semaines. Donc, je vous invite vraiment à vous connecter dans 2 semaines. Ça sera assez détaillé normalement. Donc, ça, c'est pour le cahier de mielerie. Et du coup, la déclaration de manipulation de denrées animales, c'est pour déclarer le fait que vous ayez un établissement dans lequel vous manipulez du miel. On va pas vous demander les quantités produites, on va pas vous demander chaque année de redéclarer quelque chose, c'est quelque chose que vous faites une fois. Et donc, à votre nom et votre exploitation sera rattachée cette déclaration, mais ne rentreront pas en compte les quantités produites. Voilà. Donc, c'est vraiment deux choses distinctes. Et je complète sur le cahier de mielerie, au-delà de son caractère obligatoire en cas de contrôle, c'est aussi un outil en cas d'aide ou d'indemnité sur des pertes de récolte. Et donc, c'est aussi un justificatif pour beaucoup de démarches administratives. Donc, c'est important de le tenir. Après, il reste une question sur la carte de commerçant ambulant, pardon, on y revient. Sur le fait que est-ce qu'on n'est pas considéré comme commerçant et du coup, est-ce que le statut de micro-BA est toujours adapté dans ce cas? Est-ce qu'il y a une confusion entre commerçant ambulant et statut fiscal commerçant, etc. Je ne sais pas si la question était très claire. Alors, elle est formulée exactement de cette façon. Pour faire une carte de commerçant ambulant, ne faut-il pas être considéré comme commerçant et donc le statut micro-BA est-il toujours adapté?
En tant qu'exploitant agricole qui vendez votre production, vous êtes considéré du coup comme un commerçant, mais on va dire c'est l'étymologie, je ne sais pas si c'est l'étymologie du mot, mais c'est juste que vous vendez votre production, donc on considère que vous êtes un commerçant, mais étant donné que vous êtes agriculteur et que c'est votre production à vous, vous avez cette dérogation. Mais le statut de votre exploitation, que vous soyez en micro-BA, au réel ou autre, n'a pas d'importance. Merci. Euh, une question, pardon, on revient sur la manipulation de denrées animales et le cahier de mielerie. À qui faut-il envoyer cette déclaration de manipulation de denrées animales et existe-t-il des cahiers de mielerie type et où les trouver? Donc, vous faites votre déclaration de manipulation de denrées animales sur Internet, directement sur le site du ministère. Vous pouvez taper déclaration de manipulation de denrées alimentaires d'origine animale et vous allez tomber sur le CERFA 13 98 4 étoile 06 et c'est celui-là que vous devrez remplir. Donc, tout se fait en ligne. Si vous préférez le format papier, c'est possible. Vous pouvez l'imprimer et il vous sera indiqué l'adresse postale à laquelle l'envoyer. Voilà, ça c'était la première partie de la question. Et la deuxième partie, c'était, il existe tout à fait des modèles de cahiers de mielerie. Il y en a notamment un qui a été créé par l'ITSAP, que vous pouvez retrouver sur Apitech, ou commander directement à l'ITSAP si vous souhaitez recevoir la version papier. Si jamais voilà, vous avez des questions, rapprochez-vous de votre radar. Ils ont une très bonne connaissance de tout ce qui est fait dans le réseau. Peut-être qu'ils en ont à vous fournir aussi qu'ils auraient eu parlé de ça. Merci. Une autre question sur les cahiers de mielerie. Est-ce que pour ce qui est des sorties, un registre des ventes sur chaque marché est suffisant? Alors, je ne veux pas spoiler en fait tout ce qui sera dit dans 2 semaines. Ça sera vraiment indiqué tout ça, toute la traçabilité, que vous sachiez tout ce que vous devez mettre pour que votre produit soit tracé au mieux. Donc, rendez-vous dans 2 semaines. Voilà, Nicolas, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite des événements. Et après, ce sont plutôt des réactions par rapport aux modifications sur les sirettes, etc. Et comme c'est dans les questions-réponses, je suis pas sûre que tout le monde puisse les voir. Donc Mylène a commenté qu'au sujet des modifications pour le sirette, elle venait de faire les démarches pour un déménagement. Donc sur l'INPI, c'est très compliqué. Elle a fini par passer par la Chambre d'agriculture qui propose des prestations payantes. Ok, Steve explique que pour info, il a déclaré sa marque auprès de l'INPI. Ensuite, comme il est propriétaire de la marque, il peut l'utiliser pour son EI, donc son exploitation en nom propre. Par contre, attention pour tout ce qui est facturation, bien garder prénom, nom plus le nom de l'entreprise individuelle et non la marque. Voilà. ok. Ouais, Donc, merci pour ce quelques témoignage. réactions. Ouais, Merci ouais, je pour vos sais. retours. On sait que toutes les démarches INPI sont compliquées. C'est pour ça qu'on a essayé de vous faire un tuto pour ceux, en tout cas, qui créent pour la première fois. On sait pour que toutes les modifications, c'est, de toute façon, malheureusement, aujourd'hui, quand vous êtes face à un ordinateur et qu'il y a un problème, c'est tout de suite plus compliqué que quand vous aviez quelqu'un en face. Donc, vous avez bien fait de vous rapprocher de la Chambre d'agriculture si elle a pu vous aider. Voilà, on essaye de vous aider au mieux. Malheureusement, nous, de notre côté, on n'a pas la main sur l'INPI, donc on peut que vous conseiller, mais parfois, on est face au même problème que vous. Eh ben, merci. Je crois qu'on arrive au bout des questions. J'en ai pas vu qui traînaient dans le chat, il me semble. Donc, merci déjà pour le respect de la boîte questions-réponses. C'était très bien. Et puis, merci Candice pour toutes ces belles informations précieuses. Je peux te laisser remettre peut-être la suite des événements, le programme pour la suite. Oui, tout à fait. Et puis, bon, donc on se retrouve la semaine prochaine sur l'apiculture biologique et les questions de certification en apiculture bio. Et puis, comme l'a bien répété Candice, on se retrouve dans 2 semaines, donc le 6 mars, pour les questions de réglementation hygiène et tout ce qui est obligation réglementaire à ce sujet. Merci à tous et on se retrouve sur le même lien pour les prochains. À bientôt. À bientôt, merci à tous.